Mesdames, Messieurs, j'ai montré la semaine dernière que les textes sur l'art s'intéressent dès le VIe siècle à l'œil du spectateur. Il y a différents discours, différents modèles pour l'œil dans ces textes, différentes raisons pour lesquelles l'on introduit dans les textes sur l'art des réflexions sur l'œil. Je me suis concentré sur le discours qui, dans la littérature sur l'art, est le plus courant, et celui qui a la plus longue histoire, c'est le mouvement de l'œil. Je n'ai pas considéré les discussions sur le point de vue du spectateur, discussions importantes autant pour la sculpture, où il s'agit de distinguer des vues de front, des vues latérales, que pour la peinture, où il s'agit de discuter les différences entre la vue rapprochée et la vue plus lointaine. Je n'ai pas non plus considéré les discussions sur la vision stéréoscopique pour la perception de la troisième dimension sur la surface d'une image. Donc, c'est un discours partiel d'une part, mais qui a une certaine logique de l'autre. Nous avons vu que le mouvement de l'œil sert surtout à décrire la composition, la structure de l'œuvre d'art. Ce mouvement et donc cette structure ne sont pas neutres. Ils ont des qualités qui ont été décrites très tôt et justifiées justement par la physiologie de l'œil. Je vous rappelle le texte de Philaret, écrit dans les années 1460. Philaret qui distingue le mouvement agréable pour l'œil lorsqu'il n'a pas d'obstacle, donc l'arc en plein cintre qui donne à l'œil une sensation agréable, alors que l'ogive le pointe, l'interrompt et lui donne une impression désagréable. Philibien et Roger de Pile qui soulignent le fait que la vue est satisfaite lorsqu'elle peut se promener d'un groupe à l'autre, pourvu que les groupes de figures, les groupes dans le tableau soient clairement définis, qu'il y en ait un qui soit le groupe principal et qu'il y ait des liaisons d'un groupe à l'autre. Et j'avais longuement parlé de Diderot, qui, en premier, demande que le tableau ait une seule vraie, unique ligne de liaison, que cette ligne doit avoir de larges circonvolutions et ne surtout pas être interrompue pour que justement l'œil puisse avoir un parcours agréable à travers l'œuvre. Et j'avais, à la fin du cours, souligné qu'il y a une réinvention du concept de Diderot dans l'histoire de l'art universitaire à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. C'est en particulier Heinrich Wölfflin qui suit son maître Heinrich von Brunn en tant qu'un des auteurs majeurs qui développe ce discours, cette réinvention de l'analyse du tableau par une ligne de liaison telle que Diderot l'avait déjà montré pour le Saint-Denis de Vienne. Wölfflin souligne dans son livre sur l'art classique en 1899, et probablement pour la toute première fois de manière explicite, que l'œil perçoit le tableau en général de gauche à droite. En 1928, il écrit un bref article à ce sujet, et on y trouve la phrase « Je ne dis pas qu'on effectue que ce mouvement, donc de gauche à droite, mais il y a une forte tendance de suivre l'image justement de gauche à droite. » Je prends en exemple la parabole des aveugles de Bruegel. Ce n'est pas l'exemple de Wölfflin, mais ils en incarnent les principes avec une grande évidence. L'explication de ce tableau que vous connaissez, je pense, est la parabole chez Matthieu 15-14, où le Christ dit « Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Dès 1905, et pratiquement de façon constante depuis 1905, toutes les descriptions de ce tableau, et il y en a énormément, soulignent la diagonale qui tombe de gauche à droite. Que nous tombons donc, quand nous regardons ce tableau, avec les aveugles, de gauche à droite. Je cite par exemple quelques lignes de la monographie sur Bruegel par René van Bastelaar, qui cite lui-même en 1907 l'analyse de Axel Romdahl de 1905. Je cite « Toute la chaîne forme une large bande diagonale traversant le tableau de dextre
à Senestre. Alors c'est intéressant de remarquer que Bachelard se sert du terme gauche et droite, donc Dextre et Senestre, non pas comme on le fait en général aujourd'hui, de par la vue du spectateur, mais en s'introduisant dans l'œuvre, et donc c'est la dextre du tableau, donc c'est ce côté-là, et la senestre du tableau, c'est ce côté-là. C'est un principe de description qui est le plus courant jusqu'à 1800, et en général, vers 1800, il y a un changement, il y a quelques exceptions, Bachelard est une de ces exceptions. Cette ligne oblique, je continue ma citation, descendante, est volontairement accentuée par les directions et l'élévation des toits au coin supérieur dextre et par une cassure du terrain dans le coin inférieur du même côté. Cette ligne dominante inflexible exprime bien l'esprit de la fatalité qui plane sur l'œuvre. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on renverse l'image ? Vous souriez, je pense que vous remarquez l'impression de stase. Il n'est plus aussi clair qu'auparavant, que les aveugles tombent. On a même parfois l'impression qu'ils sont en train de se redresser. J'avais la semaine dernière expliqué que Wölfflin s'intéresse en particulier à expliquer par l'analyse des formes les différences de style. Étant donné qu'il décrit les différences de style par des différences du mouvement de l'œil, du spectateur, il en arrive à partir de 1898 à 1999 justement à attribuer les différences entre les styles, les différences entre les époques et à des différences de la vue. Wölfflin et bien d'autres pensent que le but de l'histoire de l'art est alors l'étude de l'évolution des formes et donc de l'évolution de la vue. Et c'est de là que se définit ce mot-clé qui représente toute une école, une importante école d'histoire de l'art de langue allemande autour de 1900, die Kunstgeschichte als Geschichte des Sehens, l'histoire de l'art en tant qu'histoire de la vue. Wilhelm Wetzold, qui de 1927 à 1933 fut le directeur général des musées de Berlin et ensuite licencié par les nazis, est un des premiers qui a contribué à développer cette idée d'une histoire de la vue en une histoire ethnologique ou ethnographique de l'œil. Je cite de son introduction dans les arts plastiques de 1912, « Qu'est-ce qui dirige l'œil ? Par quel chemin est-ce qu'il parcourt le tableau ? Le peintre a autant de ressources pour guider l'œil qu'il a de moyens d'établir des liens entre les parties de son image. Ces liens peuvent être de nature compositionnelle, ils peuvent être fondés sur les lignes ou les couleurs ou les gestes et regards des personnages du tableau. Le regard du spectateur possède une expression psychologique puisqu'il est le signe du mouvement de l'attention du spectateur. » Wetzold en tire une théorie de différents modes de vue. Il y a donc une vue impressionniste par opposition à celle des paysages hollandais. Il y a la vue de l'italien qui voit les objets dans leur volume et les sépare les uns des autres avec un œil en mouvement rapide par opposition à la vue de l'allemand qui a tendance à relier les objets avec un œil plus contemplatif. Ce qui est remarquable, c'est donc que cette idée d'une histoire de l'œil est développée dans les années autour de 1915, 20, 30, d'une part pour expliquer et défendre les avant-gardes, c'est le cas de Kahnweiler que j'avais brièvement mentionné la semaine dernière, mais aussi de Hermann Bahr, qui est le théoricien d'excellence de l'expressionnisme littéraire allemand, et de l'autre pour justifier un discours fâcheusement chauviniste. Ute Engel vient de montrer dans une thèse qui n'est pas encore publiée, thèse d'habilitation, que l'idée d'une vue allemande, qui serait typiquement baroque, devient populaire dans l'histoire de l'art, allemand évidemment,
après les frustrations allemandes de la Première Guerre mondiale et devient à l'intérieur de l'histoire de l'art un point fort pour le développement d'un chauvinisme nationaliste qui, dans une certaine sorte, aboutit aussi à des prises de position très national-socialistes. Je termine donc ici l'analyse des textes historiques et j'en viens à la troisième et dernière partie de mon cours. Les mouvements de l'œil, dont on parle donc depuis Procope, sont-ils réels ? De nombreux historiens de l'art parlent encore aujourd'hui de tels mouvements sans vraiment se poser cette question. L'histoire de la vue de Wölfflin signifie-t-elle que les artistes voient de manière différente ou bien qu'il y a des différences dans les modes perceptifs de tous ceux qui ont vécu à un certain endroit à une certaine époque ? Wölfflin s'est posé cette question à plusieurs reprises sans donner de réponse définitive. On le remarque dans les pré- et post-faces des nouvelles éditions de ses principes fondamentaux de l'histoire de l'art, celle de 1933 et celle, la 8e édition de 1943, qui est la dernière qu'il ait pourvue lui-même avant sa mort en 1945. Ce qui est remarquable, bizarre, c'est que lui-même ne s'est jamais intéressé aux recherches scientifiques sur l'œil, bien que la connaissance sur la physiologie de l'optique humaine a fait des énormes progrès au cours du XIXe siècle et que plusieurs scientifiques se sont intéressés de leur côté aux arts, ont souvent publié des articles, même des livres sur l'esthétique et sur des questions d'histoire de l'art. Je nomme notamment Helmholtz, Wundt, Henke, Fechner, Brücke et Lips. Il y a de l'autre côté quelques artistes qui se sont intéressés aux sciences optiques. L'exemple le plus connu, ce sont les théories optiques de Chevreuil qui ont été perçues par Seurat et d'autres et qui ont un rôle très important pour la naissance du divisionnisme, du pointillisme. Et à cet endroit-là, je voudrais vous conseiller d'aller voir la très belle exposition sur Cross au musée Marmottan qui se termine, je crois, dimanche. Pourtant, une des découvertes les plus importantes de l'ophtalmologie du XIXe siècle n'a pas été perçue dans le monde des arts qu'avec environ un siècle de retard, et c'est le mouvement de l'œil par saccades, remarqué pour la toute première fois par l'ophtalmologue français Émile Javal et son assistant Lamarre en 1878. Alors, qu'est-ce que cette découverte importante ? C'est le principe de la compréhension du mouvement de l'œil. Alors, comment fonctionne notre vision ? Je vous en donne un résumé très court. Donc, nous voyons, par le fait que les rayons de lumière sont focusés par la lentille et arrivent sur la rétine. Alors, la rétine est assez grande, mais à l'intérieur de la rétine, il n'y a que la fovea, donc l'endroit central de la rétine, qui a assez de nerfs perceptifs pour pouvoir nous permettre de voir de façon précise ce qu'on regarde. Et donc, il faut à la rétine et à la fovea un certain temps, environ un dixième de seconde, pour percevoir de façon nette quelque chose. Et pendant ce dixième de seconde, l'objet ne peut pas bouger, sinon on ne le verrait pas. Après cette dixième de seconde, parfois même 300 millisecondes, donc un tiers de seconde, l'image commence à perdre de l'évidence puisque les nerfs sont saturés et il faut qu'on se concentre sur quelque chose et on veut se concentrer sur quelque chose d'autre parce qu'on a vu jusque-là qu'environ, là il y a écrit 10 degrés, en fait de façon vraiment nette, il n'y a que 5 degrés qu'on voit. Dans l'exemple que je donne toujours, si vous me regardez de façon vraiment précise, ou bien avec l'œil gauche, ou bien, enfin, vous voyez mon œil gauche ou mon œil droit, mais vous n'allez pas voir les deux en même temps, du moins ceux qui sont assis dans les premières rangées de la salle. Alors, depuis 1898,
on a pu démontrer de façon définitive ce principe du mouvement saccadique de l'œil, donc du fait que l'œil passe d'une fixation qui dure d'un dixième à un tiers de seconde, demi-seconde en général, à une saccade, donc un saut, qui ne dure que 5-10 millisecondes. On a pu le démontrer parce que depuis 1898, on peut enregistrer le mouvement de l'œil. Alors les techniques, depuis plus de 100 ans, ont énormément évolué et sont aujourd'hui à la portée de chercheurs non seulement de spécialistes ophtalmologues, mais sont utilisés énormément dans la psychologie et même justement dans l'histoire de l'art. Je crois être le premier qui le fait. Depuis 2006, j'ai monté un laboratoire dans lequel nous avons entre-temps 2 systèmes d'enregistrement. Le premier est un système que l'on porte sur un casque de cycliste sur la tête, avec un repérage électromagnétique donc entre une petite puce qui se trouve sur le casque et cette boîte. Ce système permet d'enregistrer le mouvement de un œil par une caméra à travers le reflet de l'œil sur ce plexiglas. Et le plexiglas est suffisamment transparent pour que l'œil regarde à travers le plexiglas. Dans notre cas, il s'agit évidemment de tableaux. Et il y a une deuxième caméra que vous voyez ici qui enregistre plus ou moins le champ de vision, donc qui bouge avec la tête et qui montre ce que on voit non seulement de façon précise et nette, mais aussi de façon moins nette au bord du champ de vision. L'avantage de ce système est que la personne dont on enregistre les yeux peut s'asseoir, peut se lever, peut aller près du tableau, peut s'éloigner dans un diamètre d'environ 2 mètres. Et donc c'est un système que on pourrait, avec c'est pas facile à faire, mais on pourrait l'utiliser au musée. Nous ne l'avons pas encore fait, mais nous avons l'intention de le faire. Il y a un deuxième système qui est un peu plus neuf, un peu plus moderne, et qui est un système d'enregistrement éloigné. Le centre du système est cette petite boîte avec des caméras et des senseurs de distance, caméra qui reconnaît les 2 yeux, donc c'est un système binoculaire, et qui ressemble un peu, je ne sais pas si vous avez des enfants qui jouent avec la console de jeu Kinect de Microsoft, c'est exactement le même principe. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun contact avec le sujet expérimental. C'est beaucoup plus agréable pour le sujet. C'est beaucoup plus rapide dans le calibrage. Et ce qui est un problème, et d'une part, mais d'un avantage de l'autre, c'est que le tableau est montré sur un écran. Donc, c'est le meilleur écran à plus haute définition qui existait il y a 2 ans. Dans notre cas, c'est moins exact que la reproduction du tableau que nous utilisons dans l'autre système, où on a vraiment une reproduction du tableau à grandeur originale, avec un cadre plus ou moins dans le style original, mais qui est très cher à produire. Là, on peut très facilement changer les tableaux et expérimenter avec de nouvelles choses. Alors, quand on se sert du premier système, on a l'avantage d'avoir ce vidéo qui montre le champ de vision. Et à l'intérieur de ce vidéo, l'enregistrement, donc le système d'enregistrement, monte un petit cercle vert qui correspond au centre de la fovea, enfin à ce que la personne voit de façon vraiment nette au moment où elle regarde ce tableau. Alors, ce que vous voyez ici est justement l'alternance de fixation qui dure donc environ un tiers de seconde et de saccade qui dure donc souvent moins de 10 millisecondes. Donc, des points d'arrêt et des sauts. Point d'arrêt, saut, point d'arrêt, saut, 3 fois par seconde en général. En plus, il y a des battements de paupières. Alors, le fait que ça descende vers le bas
signifie que la personne qui est en train d'être enregistrée avait manqué d'humidité dans l'œil et donc fait un battement de paupières pour humidifier l'œil. Ça, c'est quelque chose qui doit être ensuite enlevé des données pour avoir une rendue fidèle. L'œil ne se promène donc pas du tout, il ne serpente ni largement ni mollement, il saute de point en point par de courtes droites, il fait des avant et arrière et ne réalise aucune ligne de liaison. L'expérience réfute les théories et modes d'expression millénaires du discours sur l'art, ou du moins centenaires. Y a-t-il cependant des rapports entre le tableau et l'œil du spectateur et la façon dont l'œil le perçoit? Le film du mouvement de l'œil est révélateur, mais ne suffit pas à approfondir cette question. Il manque d'une part de précision et il n'offre pas la possibilité d'un traitement quantitatif et donc statistique des données. En dehors du film, les systèmes d'enregistrement délivrent des données digitales, en particulier la position de l'œil, des deux yeux, 50 ou dans le deuxième système même 120 fois par seconde. Et toujours, ce qui est absolument essentiel, par rapport à la surface du tableau, donc par rapport à la surface de la reproduction du tableau pour être plus exact. Vous voyez ici la représentation graphique de tous les points que le système a enregistrés pour une personne, c'est la même personne dont vous venez de voir la vidéo, qui regarde la parabole des aveugles pendant 13 minutes. C'est le système monoculaire avec 50 Hz, c'est-à-dire on arrive à une totalité de 39 000 points. Si vous multipliez cela par 100 personnes qui ont fait partie de la première étude dont faisait part ce tableau, on arrive rien que pour ce tableau à 3,9 millions de points que l'on doit traiter avec un logiciel. Alors, il faut déjà un logiciel rien que pour constituer cette image-là, ou bien pour calculer ce qui est fixation et ce qui est saccade. Alors vous voyez ici, construit par le logiciel, la suite de fixation et de saccade sur une période de 10 secondes. Ou encore, toujours le niveau de base de tel logiciel, si vous regardez toutes les fixations sur une période de 13 minutes, ou encore toutes les saccades, là aussi, sur la période de 13 minutes. Alors, déjà, dans cette image, qui est encore très neutre, c'est vraiment un tout premier niveau de traitement de données, vous voyez qu'il y a un certain système, que les saccades se concentrent dans des endroits bien précis, que d'autres endroits du tableau semblent ne pas avoir été perçus du tout. Pour mettre en évidence ce système, nous avons développé des techniques d'interprétation plus performantes, dont le but était de constater quelles saccades sont répétées le plus fréquemment, d'une part, et de pouvoir aller au-delà de l'analyse de personnes individuelles en calculant des moyennes entre plusieurs sujets. Alors, une première méthode d'analyse que nous avons nommée Similar Gaze Movements rassemble les lignes de saccade lorsqu'elles sont proches ou lorsqu'elles sont plus ou moins parallèles. L'image est un peu plus claire que la précédente et elle montre que cette diagonale dont parlent les textes qui décrivent cette image, effectivement, est celle qui a été le plus parcourue par les saccades des personnes qui regardent cette image. Ce genre de similar gaze movements est utile pour juger des saccades, mais n'est pas vraiment suffisant pour donner une analyse
une comparaison quantitative pour faire des analyses statistiques. Donc nous avons développé un deuxième système dans lequel, dans une première étape, nous rassemblons les fixations qui ont été faites souvent proches l'une de l'autre dans des groupes, dans des clusters de fixation. Alors pour ceux qui sont habitués à ce genre d'analyse, je dis que c'est une définition de regions of interest, non pas top-down, mais bottom-up. Et dans une deuxième étape, nous laissons le logiciel calculer quels clusters ont été souvent reliés à quels autres clusters par des saccades. Alors, vous voyez, on peut, dans ce cas-là, voir que cette personne a regardé ce tableau en répétant, d'abord en se concentrant surtout, en concentrant ses fixations surtout à l'intérieur de ces clusters-là, et qu'ensuite certains de ces clusters ont été souvent reliés aux autres et d'autres nettement moins. Alors, lesquels ont été le plus souvent reliés aux autres, ce sont ceux dont la ligne est le plus épaisse. Et ensuite, on avait une question, et vous comprenez pourquoi je vous ai montré au début ce même tableau dans les deux sens. On avait la question de savoir dans quelle direction vont les saccades. Est-ce que l'œil va de gauche à droite ou de droite à gauche? Et donc, nous avons défini dans le logiciel que tout mouvement de gauche à droite serait rouge et que tout mouvement de droite à gauche, vu du spectateur, serait bleu. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ces lignes sont violettes. Donc, elles sont autant de gauche à droite que de droite à gauche. Alors, ces deux systèmes, les Gaze Similarities Collect et les Frequent Cluster Transitions, permettent de faire des moyennes de plusieurs personnes et des comparaisons entre les moyennes de différents groupes. L'avantage des Frequent Cluster Transitions est de pouvoir aussi faire des comparaisons non seulement qualitatives, graphiques, mais aussi quantitatives, statistiques. Vous voyez ici les Frequent Cluster Transitions, donc les mouvements saccadiques qui ont été faits les plus souvent par 20 personnes expérimentales qui chacune a regardé l'image pendant 15 minutes. Ces 20 personnes étaient pour la moitié des étudiants d'histoire de l'art à partir de la 3e année et pour l'autre moitié des étudiants de même âge, de même sexe, de la même université, même de la même faculté, mais non historiens de l'art, et des étudiants qui disaient qu'ils ne s'intéressent pas aux arts, qui ne vont pas au musée, du moins s'ils ne sont pas obligés, et qui n'ont pas de livres d'art chez eux. Donc nous avons défini deux groupes, des experts et des non-experts, et dans ce cas-là, vous avez une moyenne de ces deux groupes. Vous remarquez que la bande diagonale analysée par la quasi-totalité des historiens de l'art du XXe siècle est effectivement la direction que nous répétons le plus souvent avec nos yeux, et vous remarquez que non seulement dans la personne que je vous ai montrée auparavant, mais encore plus dans cette moyenne de 20 personnes, il n'y a vraiment pas une préférence de gauche à droite ou de droite à gauche. Là, j'ai évidemment aussi calculé 1 à 1, fait calculer par le logiciel 1 à 1 les saccades, et on arrive vraiment à une égalité pratiquement parfaite. La raison est très logique, c'est que Diderot ou même Wölfflin ou Bath encore plus ont tendance à penser que nous irions avec notre œil de gauche à droite, mais alors qu'est-ce qu'on fait après? On devrait passer autour et puis recommencer. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, évidemment, on ne le fait pas. Donc il y a une différence fondamentale entre l'impression qui est très forte que nous avons et qui est tout à fait juste, que le tableau doit être lu de gauche à droite, et ce que l'œil fait vraiment, qui n'est absolument pas une favorisation de l'une
des deux directions. Alors, ce qui est intéressant d'autant plus dans ce tableau, c'est de regarder comment sont les données qui sont à la base de la moyenne des 20 personnes que je vous ai montrées et de voir qu'il y a des différences individuelles qui existent, mais que la tendance générale est quand même très forte de ressemblance entre les non-experts sur la gauche, les experts sur la droite. Il n'y a pratiquement pas de différence, ni parmi les groupes, ni parmi les personnes. Ou des différences du moins très très faibles. Il y a ensuite une troisième démarche que je voudrais du moins mentionner, démarche analytique que nous avons appelée Angle Star, donc l'étoile des angles. C'est une méthode qui nous montre le nombre relatif de saccades dans différentes directions. Et vous voyez là aussi la même moyenne de 10 experts et 10 non-experts. Vous voyez qu'il y a une préférence très nette de saccades qui se porte sur cette diagonale, alors vraiment très nette, que la gauche et la droite ont la même préférence, que par contre il y a une différence entre les directions qui vont vers le bas et vers le haut. Il y a nettement plus de mouvements d'yeux qui vont vers le haut que vers le bas, et l'horizontale, ou dans ce cas la diagonale, et la verticale ont une préférence par rapport aux directions diagonales. Alors, ce genre d'analyse, surtout les frequent cluster transitions, sont excellents pour des images d'histoire, pour des images où il y a des points de fixation qui reviennent souvent, donc des clusters qui sont facilement construisables. C'est une démarche qui est moins intéressante quand on a, par exemple, une peinture abstraite. Alors, je vous montre ici un exemple parmi d'autres de Karl Otto Goetz, une image qui n'a que la date, le 5 février 1953, en tant que titre. Et je vous montre 20% des saccades de 17 experts qui ont regardé ce tableau sur l'écran pendant 2 minutes. Alors, pourquoi 20%? Parce que si je vous montrais 100%, vous ne verriez rien. L'image serait complètement couverte par les rayons jaunes. Donc, j'ai filtré à 17%, à 20%. On imagine qu'il y ait là aussi un certain système. Ce n'est pas aussi évident que pour l'image de Bruegel. Et c'est là que ce système des similar gaze movements devient très intéressant. Et vous voyez que effectivement, il y a là une préférence de certaines directions qui sont très fortement liées à la composition de ce tableau informel par rapport à d'autres. Je voudrais maintenant appliquer ces techniques d'analyse au Saint-Denis de Viens. Nous avons 38 personnes, dont 19 experts et 19 non-experts, qui ont regardé ce tableau pendant 2 minutes par personne avec le deuxième système que je vous avais présenté, le système à distance. Là aussi, les 38 personnes à 2 minutes, vous ne voyez rien, donc j'ai filtré à 10%. Et là, vous voyez par contre qu'il y a un système, une structure qui est assez évidente. Si j'analyse ça avec le premier système d'analyse, les Similar Gaze Movements, cette structure devient encore plus évidente. Et de même avec les Frequent Cluster Transitions. Ensuite, je superpose évidemment la ligne de liaison de Diderot au tracé du logiciel pour mettre en évidence que l'œil du spectateur, d'une part, ne se comporte pas comme Diderot le pensait, puisqu'il saute d'une fixation à l'autre, fait des allers-retours et ne parcourt donc pas le tableau pied à pied
d'un bout à l'autre, comme le pensait Diderot. Mais d'autre part, que l'œil du spectateur ne balaye pas régulièrement la surface du tableau, il répète des parcours spécifiques et ces parcours sont équivalents à la composition du tableau, à la ligne de liaison. Le spectateur qui perçoit la structure de l'œuvre d'art, il focalise évidemment son attention. Son œil reproduit par la concentration de fixation et de saccade ce qui lui semble essentiel. Le discours centenaire sur la promenade du regard est donc faux, puisqu'il donne une description erronée du mouvement de l'œil. Il est cependant le résultat d'une intuition tout à fait juste sur la perception de l'œuvre d'art. Ce discours n'est pas la description d'une réalité physiologique, mais il est une excellente métaphore, et ce qui est bien plus qu'une métaphore, le reflet d'un processus empirique inconscient qui n'a été découvert qu'à la fin du XIXe siècle. La proximité entre la métaphore rhétorique du mouvement de l'œil et le processus physiologique de la perception de l'œuvre est, je pense, une des raisons de succès de cette métaphore. Cette technique de description possède un fort degré d'évidence, justement parce qu'elle est proche de la réalité physiologique et, en plus, je l'avais déjà souligné la dernière fois, elle permet de décrire la composition sans se servir d'un vocabulaire technique. Une raison ultérieure du succès de cette technique descriptive est que, en combinant le mouvement de l'œil à l'idée d'un parcours précis d'une ligne de liaison, l'on surmonte les différences de temporalité entre le tableau et le texte. On peut alors transformer l'indétermination temporelle, la polysémie du tableau, dans la linéarité du texte. Diderot le reconnaît lorsqu'il écrit, et je cite pour la dernière fois cette belle phrase, « Cette ligne conduira et celui qui la regarde et celui qui tente de la décrire, là et la composition du tableau devient. » Si le mouvement des yeux reflète la structure de l'œuvre telle qu'elle est perçue par le spectateur, il faut s'attendre à des différences d'un spectateur à l'autre. Nous avons vu que dans le cas de Bruegel, ces différences sont faibles, minimes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Vien, les différences entre les experts et les non-experts sont remarquables, sont du moins évidente. Vous voyez qu'il y a des ressemblances, mais que les experts se rapprochent plus de la totalité de la ligne de liaison dans ce système d'analyse des frequent cluster transitions. Ce qui est important, je pense, c'est de voir que cette différence entre experts et non-experts est nettement plus grande lorsqu'on se limite à analyser les 30 premières secondes du regard de ce tableau. Donc chaque personne, chacun des 19 et 19 experts et non-experts, regardait le tableau pendant 2 minutes. Mais nous pouvons évidemment, quand on fait l'analyse des données, se limiter à regarder les 30 premières secondes de chaque personne. Et vous voyez que les experts, pendant les 30 premières secondes, ont déjà perçu la structure de l'ensemble qu'ils répètent de façon assez... qui répètent beaucoup, alors que les non-experts ne répètent fréquemment que les lignes qui relient la religion, l'ange, le saint, et ceux qui l'accompagnent sur la droite, mais n'ont pas encore compris de façon visuelle la structure de la partie inférieure du tableau. Alors pourquoi 19 et 19 ? Simplement parce que l'étude n'est pas encore finie. Au moins il faudrait 20 et 20, ça semble un peu plus correct, mais on n'en est pas encore à la publication.
Diderot avait développé l'idée de la ligne de liaison surtout pour démontrer la supériorité de Vien par rapport à Doyen. Est-ce que l'analyse empirique confirme sa description? Nous avons, au cours des derniers jours, enregistré le mouvement des yeux. Alors, j'en suis pas encore à 19 et 19, mais j'en suis juste à 8 experts qui regardent le miracle des ardents de Doyen. Et je les compare à 8 experts en face du Saint-Denis de Vien, donc 8 experts choisis par hasard parmi les 19 dont nous avons des données. Alors, je vous montre d'abord la somme de toutes les saccades des 8 et 8. Et l'on voit qu'il semble bien y avoir, non seulement chez Vien, mais chez Doyen aussi, des trajets préférés par les saccades. Si on passe à l'analyse des transitions les plus fréquentes parmi les clusters, on a l'impression que l'analyse de Diderot est effectivement confirmée, que dans le tableau de Doyen, les groupes sont isolés les uns par rapport aux autres, alors que les groupes du tableau de Vien sont vraiment reliés par l'œil, par des lignes qui sont plus ou moins ressemblantes à celles que Diderot a décrit. Il y a encore une autre méthode qui n'est pas une méthode que nous avons développée, c'est une méthode dont on se sert environ depuis 10 ans et qui dans ce cas-là est très intéressante. C'est une méthode qu'on appelle les heat maps. C'est une méthode qui ressemble à la carte météorologique de température où on n'aurait en ce moment pas de rouge du tout serait bleu si vous voyez l'Europe, donc il ferait partout froid. Alors le principe est de dire que ce qui est rouge sont les zones qui ont été regardées le plus, jaune un peu moins, vert encore moins, bleu encore moins, et là où il n'y a pas de couleur, ce sont des endroits qui n'ont pratiquement pas été regardés du tout. C'est donc une analyse des fixations et non pas des saccades. Et vous voyez qu'il y a effectivement une forte, mais alors vraiment très forte concentration sur certaines figures dans le cas du tableau de Vien, alors que la vue du tableau de Doyen est beaucoup plus éparpillée. Alors, quel est l'intérêt de recherche empirique sur le mouvement des yeux pour l'histoire de l'art? Tout d'abord, l'approfondissement des connaissances sur la perception des œuvres. C'est une possibilité complémentaire d'analyser des œuvres qui permet parfois de juger de la pertinence des analyses non empiriques. Alors dans ce cas-là, nous voyons que Diderot, même si son argument pêche par méconnaissance de la physiologie, chose qu'on ne peut pas lui reprocher puisque les connaissances de physiologie en 1767 n'étaient pas celles qu'on avait en 1878, même si son argument pêche de ce côté-là, il donne une description de quelque chose qui effectivement se laisse confirmer par une analyse empirique. Alors ce n'est pas toujours le cas. Regardez par exemple l'analyse que nous avons faite avec des données de 7 experts et 7 non-experts de la scène du Tintoret de San Giorgio Maggiore. Alors là encore, toutes les saccades des 14 personnes, 40% des saccades qui montrent déjà un tout petit peu plus les trajets qui sont souvent répétés, et ensuite l'analyse par des transitions entre clusters fréquentes. Et ce qui me semble important, c'est que vous vous souvenez de l'analyse qu'avait fait Courtepatte de ce tableau, que ce qui pour Courtepatte était tout à fait essentiel, que l'œil du spectateur soit renvoyé ici vers le bas et passe par le chien, le chat, le panier, la servante, le maître de cuisine vers l'arrière avant de revenir sur le Christ, que cette analyse ne semble absolument pas se réaliser puisqu'il y a très très peu de regards qui se répètent
dans cette direction. Alors, je vous refais voir toutes les saccades en absolu. Alors, sur les 14 personnes, 2 minutes, donc nous avons 28 minutes d'enregistrement. Vous voyez que ce ne sont que très très peu de saccades qui ont fait ce chemin-là. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, il n'y a aucune différence entre les non-experts, les 7, et les experts à droite, ou encore la moyenne de tous par des similar gaze movements là aussi. Donc on peut vraiment dire que l'idée de Bath était peut-être juste pour lui, mais se laisse... on peut montrer qu'elle est fausse, du moins d'un point de vue empirique. Alors, donc, encore une fois, quel est l'intérêt de recherche empirique sur le mouvement des yeux pour l'histoire de l'art? Cette recherche aide à définir les paramètres qui ont un impact sur la perception de l'œuvre. Elle aide à mieux cerner les différences entre une œuvre et l'autre. Mais elle aide aussi à mieux comprendre les différences d'un spectateur à l'autre. Et c'est ce qui nous intéresse en ce moment dans notre groupe de recherche. Nous essayons de cerner les différences culturelles. Donc c'est un peu la sciée de Baxendale, mais avec des méthodes complètement différentes. J'ai une doctorante qui prépare une étude où elle compare la façon dont des étudiants japonais qui ne parlent pratiquement pas de langue européenne, qui viennent pour un cours d'allemand à Vienne, et des étudiantes autrichiens, donc du même âge, avec la même expertise, regardent les tableaux, et il semble bien qu'il y a des différences sur les points sur lesquels on se fixe, des différences sur les directions aussi des mouvements que l'œil fait. Ce serait d'abord une différence. Une autre différence qui est intéressante sont les questions de genre. Est-ce que les femmes et les hommes regardent certains tableaux, probablement de façon semblable, d'autres probablement de façon différente? Et évidemment, le but d'une telle analyse est de voir jusqu'à quel point il y a des différences et jusqu'à quel point il n'y a pas de différence. Est-ce que la théorie que je vous avais présentée au début du cours d'un déplacement d'accent, est-ce que cette théorie est conforme aux résultats que nous avons quand nous comparons des groupes de cultures différentes qui regardent dans un laboratoire empirique les mêmes images? Et ensuite, quelles sont les différences qui dépendent du contexte? Alors, est-ce que nous voyons la même image quand elle est petite et elle est grande de la même façon? Est-ce que nous voyons l'image au laboratoire? C'est un grand problème, de façon semblable à la façon dont nous la regardons au musée. Alors, nous en sommes au début, nous sommes en train d'implémenter la technique d'enregistrement et d'analyse au début d'un champ de recherche qui, j'espère, pourra enrichir l'histoire de l'art bientôt. Et puisque j'ai encore quelques minutes, je vais juste vous présenter encore quelques résultats intéressants sur des questions plus spécifiques. Dans une étude que nous avions faite à Heidelberg avec 100 personnes expérimentales, donc une grande étude, 100 personnes expérimentales qui regardaient 4 tableaux chacun pendant 15 minutes. Et il y avait la moitié de ces personnes qui regardaient le tableau pendant 15 minutes sans devoir rien faire d'autre, et l'autre moitié qui, après 10 minutes, devait répondre à des questions qui portaient cette personne à donner une description du tableau. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus? Et ce qui, pour nous, était intéressant, c'était de comparer la façon dont, pendant ces dernières 5 minutes, les deux groupes réagissaient. Et là, bien que pour le reste, dans le cas de ce tableau en particulier,
on n'avait absolument pas de différence entre les premières 20 secondes et le reste du temps, pas de différence entre les experts et les non-experts. Par contre, les personnes qui décrivent le tableau répètent beaucoup plus certains parcours que d'autres. C'est évident dans cette image. Donc ça, c'est une moyenne de 14 personnes, 14 et non pas 100 parce que le logiciel n'arrive pas à traiter toutes les données, mais nous avons fait un choix qui est dû au hasard et nous l'avons confirmé par d'autres choix semblables. Donc les personnes qui décrivent répètent beaucoup plus cette diagonale que les personnes qui ne décrivent pas. Et on peut quantifier cela aussi pour les personnes pendant les premières 5 minutes, les deuxièmes 5 minutes et les troisièmes 5 minutes. Vous voyez qu'au moment où on décrit, tout à coup, le pourcentage de saccades qui répètent des parcours déjà parcourus augmente de 10 à 18%. Donc il y a 1,8 fois plus de répétitions. En même temps, la longueur des saccades augmente. Donc, vous voyez d'abord les deux groupes, le groupe expérimental qui décrit, le deux groupes de contrôle qui ne décrit pas, sont plus ou moins semblables, ont des longueurs de saccades par rapport à la dimension sur le tableau de 130 mm, donc de 13 cm. Tout à coup, ceux qui décrivent font des sauts avec leurs yeux beaucoup plus longs, donc on arrive presque à 185 mm, donc ça fait une fois et demie presque la longueur. Et en même temps, la durée des fixations diminue d'environ 22%. Donc ces données sont assez faciles à interpréter. Une interprétation que j'ai faite avec le collègue psychologue Christoph Klein, avec lequel j'ai fait cette étude. Il semble bien qu'avant de décrire, puisqu'on avait vu l'image pendant 10 minutes auparavant, on a déjà une image mentale du tableau, et le regard ne sert plus à étudier, à percevoir le tableau, mais à s'assurer que ce que l'on voit, que ce que l'on pense, ce que l'on dit est vraiment ce qui est là. Donc on se concentre évidemment sur les parties essentielles dont on va parler, sur la structure de l'œuvre. On augmente des répétitions de fixation et de saccade, et on sait ce qu'on va voir. Donc on peut faire des sauts plus courageux, puisqu'on ne cherche pas, mais on trouve déjà ce qu'on veut. Et de même, la durée des fixations diminue, puisqu'il suffit de s'assurer que la toile correspond à son image mentale. Donc ça, c'est une étude qui est plus ou moins terminée. Une deuxième étude, par contre, qui est en train de se faire encore, c'est la question quel est l'impact du format? Est-ce que la même image dans différents formats nous porte à la voir de façon différente? Alors j'ai pris du papier marbré du XVIIIe siècle, donc quelque chose de très neutre, et je l'ai découpé dans différents formats, et j'ai ensuite enregistré par des angle stars les directions. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le format a une grande influence sur la direction des saccades, c'est évident. Mais ce qui est remarquable, c'est que indépendamment du format, l'horizontale reste plus grande, la verticale reste plus grande, l'horizontale d'abord, la verticale ensuite, et les diagonales sont minimes. Il y a des choses particulières comme cette augmentation qui va vers la gauche que je ne peux pas encore expliquer, mais ce qui est très évident, c'est que quand cette préférence de l'horizontale est confirmée par le format, elle est vraiment très très poussée. Et l'application de cela est la question qu'est-ce qui se passe quand une image est ronde? Et j'ai pris deux madones de Raphaël qui sont rondes toutes les deux. Donc il faut s'attendre à ce que certaines directions soient privilégiées parce que l'œil semble les privilégier de façon constante. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi les experts sont plus sensibles
à la composition que les non-experts, donc par exemple dans la Vierge à la chaise, qui est très profondément construite sur des diagonales, les experts soulignent ces diagonales, alors que les non-experts ne le font pas, alors que la Vierge au candélabre, qui a plutôt une tendance à souligner les directions cartésiennes, là aussi, les experts sont plus sensibles à cette soulignation que les non-experts. Voilà, alors je termine de façon voulue sur une étude qui est en train de se faire pour vous dire qu'on y travaille et j'espère qu'on va bien avancer et que ça a été pour moi une très très belle occasion de pouvoir présenter ces résultats ici au Collège de France et je vous en remercie Roland énormément. Merci.